Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information dont voici le sommaire. La majeure partie des banques ont été fermées ce lundi 5 juillet 2021 de 8h à 12h sur toute l'étendue du territoire national, une résultante du préavis de grève de la FESABAG. L'accord de coopération militaire et technique entre la Guinée et le Sénégal a été adopté ce dimanche 4 juillet 2021 par l'Assemblée nationale, un texte de loi qui réjouit les politiques et les acteurs de la société civile guinéenne. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, suite au préavis de grève lancé par la Fédération syndicale autonome des banques et assurances et microfinances de Guinée, la majeure partie des banques ont été fermées ce lundi de 8h à midi sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, informer les travailleurs sur les négociations relatives à la convention collective des banques. Mariama Bari et Ibrahima Paye Kamara ont fait le constat dans quelques banques de la place. Suivez. Nous sommes précisément à Amdalaï devant la Société Générale de Guinée. Ici, comme vous le constatez avec moi, la banque elle est fermée. Et comme beaucoup d'autres clients, Mohamed Kamara ne savait pas que les banques allaient être fermées et il s'impatiente depuis 7 heures en attendant l'ouverture de la banque. C'est dommage pour nous parce que nous sommes là depuis 7 heures pour venir faire le retrait, mais ce n'est pas possible. Ils ont bien dit que le banque n'ouvre pas d'ici midi. Mais ils devraient lancer le communiqué au moins envoyer les messages dans les différents téléphones aux gens parce que chaque fois, les gens regardent des téléphones. Mais si on est sur le terrain maintenant, on dit il faut à midi, ça c'est pas sérieux ça. Comme vous le constatez, nous sommes devant la Bissigi où nous avons rencontré le secrétaire général de la FESABAG, Abdoulaye Sow, qui dit être optimiste quant à la réussite des négociations. Cependant, il dit que si dans 15 jours rien n'est fait, son organisation syndicale se verra dans l'obligation de lancer la grève. Les travailleurs ont massivement répondu dans toutes les banques. On a fait les assemblées générales, on a partagé avec eux, on a échangé de manière très responsable avec eux. Et tout le monde est d'accord qu'on suive ce préavis de grève et qu'on continue à discuter avec l'implication des autorités, un fort espoir d'un dénouement heureux et rapide de ces négociations. On a l'espoir. L'important est que vous savez, la force d'un syndicat, c'est la mobilisation des travailleurs. On constate sur le terrain que l'appel lancé par la FESABAG à la fermeture de toutes les banques sur toute l'étendue du territoire national n'est pas totalement suivi. À Kaloum, le constat est tout autre. Contrairement à la Société Générale de Guinée de Amdalaï, ici à Kaloum, quelques banques sont ouvertes. À la Banque islamique de Guinée et à Ecobank, les portes sont ouvertes depuis 7 heures et ces deux-là travaillent normalement. Également dans l'actualité nationale, le Parlement guinéen a clos ce lundi 5 juillet la première session ordinaire unique de la 9e législature après 9 mois de session à travers une cérémonie officielle à laquelle a pris part le ministre Mamadou Lamine Fofana et Dr Mohamed Diané de la Défense nationale. Au cours de cette session de la 9e législature, l'Assemblée nationale guinéenne a voté 68 textes j'y arrive, dont 57 lois ordinaires, 7 lois organique et 4 accords. L'accord de coopération militaire et technique entre la Guinée et le Sénégal a été adopté ce dimanche 4 juillet 2021 par l'Assemblée nationale. Selon la Commission défense et sécurité de cette institution, la sécurité des deux pays est fortement menacée. De nos jours, un texte de loi qui réjouit les acteurs politiques et certains acteurs également de la société civile. Ils ont été rencontrés par Bintou Souma et Moustapha Diané. Ce dimanche 4 juillet, les députés guinéens ont adopté à l'unanimité l'accord de coopération militaire et technique signé entre la Guinée et le Sénégal lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO le 19 juin à Accra. Un grand pas qui va certainement favoriser la réouverture de la frontière commune fermée entre les deux pays voisins. Quand on s'est inquiété de savoir quand ça va être appliqué, apparemment les choses ne sont pas aussi simples. La frontière ne va pas être ouverte demain matin. Il y a toute une procédure à suivre, des contacts entre les deux partenaires pour la mise en place du système de surveillance des frontières, la sécurité et autres. Et là-dedans, n'oubliez pas que le gouvernement guinéen s'est beaucoup inquiété des activités politiques de ses opposants installés à Dakar. En plus, il faut que les deux parlements
des deux pays ratifient le traité. Cet acteur de la société civile se réjouit également de ce test de loi, mais plaide pour une accélération de la procédure pour alléger la souffrance de la population. Le débat est déjà lancé, les discussions ont avancé, donc il faut maintenant passer à la signature des accords et penser effectivement à la souffrance de la population, à la souffrance de nos commerçants, à la souffrance des citoyens, à la cherté de la vie actuelle, et pour vraiment ouvrir maintenant ces frontières-là, pour que désormais les prix puissent baisser. Parce qu'aujourd'hui, les derniers qu'on peine à Dakar sont extrêmement très chers. L'honorable Badi Koba sollicite l'intervention de la CEDEAO pour rapprocher les positions entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Nous sommes inquiets du fait qu'on ne dit rien sur la Guinée-Bissau, que la guerre des mots continue au niveau surtout des chefs d'État. C'est tout à fait déplorable. Ça n'a pas lieu d'être et on espère que nos frères de la CEDEAO, particulièrement nos frères ghanéens, qui ont le dossier en charge et qui ont beaucoup aidé à résoudre le problème entre la Guinée et le Sénégal, qui vont rapidement nous trouver une solution également pour ramener les uns et les autres à la raison. A rappeler que cette frontière commune entre la Guinée et le Sénégal est fermée depuis le 29 septembre 2020. Sur un autre plan, les mutilations génitales, appelées aussi mutilations sexuelles féminines, sont une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme. Elles ont des conséquences délétères sur la santé sexuelle et reproductive. Selon des spécialistes, une pratique pourtant interdite en Guinée, mais le constat révèle que certains se livrent à cela. Là-dessus, les réactions sont diverses. À Conakry, suivez ce micro-trottoir de Mariama Kidibari et de Alassane Souma. L'excision a des conséquences très désastreuses pour la santé d'une personne. Lors de l'accouchement, si nous sommes excisés, on peut avoir des risques de mourir même, avoir des pertes sanguines. On peut même avoir la mort avec ça. Quand on prend une lame, on utilise sur l'autre. Si l'autre est infecté du VIH, ça peut se transmettre sur l'autre. Vice versa, quoi. Donc l'excision, c'est pas bon. Parce que ça empêche les femmes, surtout les gens qui... Quand tu es enceinte, en fait, et puis quand tu vas à la maternité, ça donne des douleurs. C'est ça que moi, parce que même moi, j'ai été excisée, en fait. Mais je connais les conséquences. En fait, moi, je crois que c'est comme si c'était comme un crime, en fait. Vouloir interdire les mutilations, ce n'est pas une bonne chose, en fait, pour les femmes. Parce que c'est les mettre, c'est les chosifier, en fait, les transformer en une machine. Parce qu'une femme qui ne ressent pas du plaisir n'est pas une femme. Déjà, la femme a le droit de ressentir le plaisir et elle a le droit de choisir qui elle veut. Moi, je crois que la mutilation n'est pas une très bonne chose pour les femmes. Seulement nos parents, jusqu'à présent, parce qu'il y a toujours des gens qui font l'exclusion, malgré on a fait des multitudes de sensibilisations, des multitudes de campagnes pour que l'excision s'arrête, parce qu'ils sont avertis des faits négatifs de l'excision. Assez de jeunes filles en subissent aujourd'hui, mais ils refusent catégoriquement. Moi, je me dis peut-être qu'il faudrait qu'on revoie aussi notre façon de faire la sensibilisation, essayer d'autres stratégies pour remédier au problème. On en vient à cette triste nouvelle. Une dame et 2 de ses enfants ont péri ce dimanche 4 juillet 2021 dans un incendie survenu dans la sous-préfecture de Kolente, située à environ 35 km du chef-lieu de la préfecture. Selon les témoignages recueillis sur place, le feu s'est déclaré pendant que Mamata Kamara et sa fille faisaient la cuisine dans une boutique où des bouteilles d'essence étaient entreposées. Les victimes Mamata Kamara, la trentaine, Hawaou Kamara, âgé seulement de 18 mois, et Mohamed Kamara, âgé de 7 ans, ont tous péri dans les flammes. D'une tragédie à une autre, la route Kankan-Sigiri a fait parler d'elle dans la nuit du samedi 3 juillet 2021. Un camion immatriculé RC 1296V en provenance de Bamako, rempli de produits manufacturés, a violemment heurté un minibus en partance à Sigiri. Le bilan provisoire fait état d'un cas de mort et de 4 blessés. Les victimes étaient toutes à bord du minibus chargé de légumes. Abdoulaye Nkoyasila, depuis le Nabaya, nous signe cette correspondance.
C'est dans le district de Diankana, relevant de la sous-préfecture de Karfamouria, situé à 16 km de la commune urbaine de Kankan, que l'accident s'est produit à 1 h du matin. Les 4 passagers à bord de minibus en partance pour Sugiring, immatriculés RC 8569U, ont été blessés et le chauffeur a rendu l'âme au bloc opératoire à l'hôpital régional de Kankan. J'étais couché, je dormais. Soudain, j'ai aperçu les phares du camion à distance. Je me suis levé pour bien porter ma paire de chaussures. Avant que je ne finisse de porter ma paire, le camion nous a percutés. Je suis allé tomber avec le porte-bagages et les sacs de légumes. Cela a coïncidé à l'arrivée d'un véhicule. Un passager est venu soulever les bagages sur moi. Je me suis réveillé. J'avais même oublié ma soeur. Lorsque je me suis rappelé, j'ai couru vers notre minibus. J'ai trouvé qu'elle était coincée et couchée à l'intérieur. On s'est démerdé pour la faire sortir. C'était compliqué parce qu'elle était sous les décombres. Cela a coïncidé à l'arrivée d'un autre véhicule en provenance de Bamako. Ils nous ont transportés à l'hôpital. C'est au bloc opératoire que mon maître est décédé. L'excès de vitesse, le mauvais stationnement sont les causes de cet accident. Le chauffeur du camion, Alpha Omar Ba, admet qu'il roulait à vive allure. Mais il soutient que le chauffeur décédé était en 3e position. L'accident s'était passé hier nuit à 1 h. On est venu, on a trouvé, il y a un Mercedes qui était en panne ici. Mais on venait en vitesse, excès de vitesse. Il y a les cars là, les minibus là, c'est sorti en 3e position là. Mais lui, il est sorti en 3e position. Il n'a pas attendu. Après nous aussi, on a assez de vitesse, on a fait des dégâts. La victime, Kerno Isiagasso, marié à une femme et père d'un enfant, a donc rendu l'âme à l'hôpital de Kankan. Sa dépouille mortelle a été restituée à sa famille. Les autres blessés suivent leur traitement. Quant à Alpha Omar Ba, il est actuellement à la disposition de la gendarmerie routière pour des fins d'enquête. Au-delà de nos frontières au Burkina Faso, après les manifestations organisées dans les 44 provinces du pays, l'opposition considère cette mobilisation comme une victoire dans la lutte contre la mauvaise gouvernance qui gangrène le pays des hommes intègres. C'est un commentaire de Yaye Oumobari. Après 48 heures de mobilisation des partis de l'opposition du Burkina Faso, dans plus de 44 provinces sur 45, les organisateurs se disent satisfaits de la manifestation populaire dans les provinces du Faso pour dénoncer l'aggravation de la situation sécuritaire et demander des mesures fortes pour diminuer les attaques des groupes armés. Ce 5 juillet, un cadre de concertation des partis politiques de l'opposition va se réunir pour décider de la suite à donner à leur mouvement et au dialogue lancé par le président Roch Marc Christian Kaboré. Pour le député Boubacar Sanou du Congrès pour la démocratie et le progrès et le président du comité d'organisation de ces journées de contestation, je cite, « Nous sommes très satisfaits de la mobilisation, il ne reste qu'à tirer un bilan », s'est-il prononcé. Du côté du parti au pouvoir, pas de réaction particulière, cela reste une activité normale dans une démocratie. Sport pour terminer cette édition, le championnat de la division nationale est en arrêt depuis quelques mois. Interrogé ce lundi 5 juillet, le président de la Ligue guinéenne de football amateur évoque un manque de financement et appelle l'État à secourir cette catégorie de la discipline sportive. Ibrahima Diallo pour le reportage. Alors que le championnat Ligue 1 et 2 a pris fin la semaine dernière, celui de la division nationale est toujours en arrêt depuis quelques mois. Le président de la Ligue guinéenne de football amateur précise. Bon, effectivement, le championnat n'est pas encore terminé comme la Ligue professionnelle. Mais je vous informe que la nationale 2 est déjà achevée au niveau des différentes ligues régionales. Donc, et au niveau de la division nationale 1, le premier tour est terminé partout sur toute l'étendue du territoire national. Et pour les matchs retour sur les 4 zones, il y a déjà la zone C où le championnat aussi est terminé à ce niveau. Kerno Abdoulaye Ba met en cause la crise que traverse la Fédération guinéenne de football. Oui, bien sûr, nous n'avons pas encore reçu le dernier montant pour achever le championnat. Vous n'êtes pas sans savoir que nous, notre seul bailleur de fonds, c'est la Fédération guinéenne de football.
nous n'avons pas de sponsors parce qu'il y a moins de visibilité sur notre championnat, les difficultés que cette fédération traverse. Donc, nous n'avons pas encore reçu la dernière tranche du montant alloué au championnat pour nous permettre d'achever ce championnat. Ce premier responsable de la Ligue guinéenne de football amateur lance un appel à l'État. C'est à l'État d'aider les clubs, surtout de division nationale, afin qu'on puisse avoir de l'argent. Parce qu'au niveau de cette division, le championnat se joue dans toutes les préfectures. Donc, et nous avons constaté que les autorités préfectorales n'ont pas suffisamment de moyens. La division nationale compte 69 clubs répartis en 4 zones qui actuellement sont privés du championnat. Mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité sur la chaîne du 21e siècle à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.